Cette sortie médiatique est d'une très grande importance pour la nation. Je le dis d'entame pour que la question soit traitée avec beaucoup d'attention et beaucoup de précaution, parce que il s'agit de documents qui organisent les élections dans notre pays. Et comme vous le savez, une élection mal organisée entraîne beaucoup de difficultés dans une nation. Et nous avons à prendre toutes les précautions qui sied pour que nous ne vivons plus les élections passées, les élections que nous avons connues dans ce pays, les élections de 2019, qui ont fait des morts, des exilés et des prisonniers. Les élections de 2020, les élections surtout de 2021, par laquelle il fallait exclure tous les potentiels vrais candidats pour aboutir à un résultat, à une élection qui donne un président de la République gagnant dans un pays démocratique comme le Bénin, avec un résultat à l'Union soviétique d'antan, où on apprend que le camarade président est réélu avec 98% des voix. Je crois que ça ne nous ressemble pas au Bénin et nous devons faire l'effort de parfaire notre liste électorale. Qu'il vous souvienne que le code électoral en vigueur, le code du 15 novembre 2019, a été voté par le Parlement monocolore de la 8e législature. Et ce code ne répond pas aux exigences démocratiques de la transparence, de l'inclusivité des élections, de la paix surtout dans le pays, et également un code qui permette que les petits partis puissent vivre aux côtés des grandes formations politiques. Et quand vous observez bien, dans nombre de pays qui nous entourent, il arrive même que des candidatures indépendantes participent et gagnent les élections. Et notre Bénin, notre pays dans la sous-région, est une particularité. Et nous avons donc, si vous avez suivi l'actualité au Parlement, j'ai introduit une proposition de modification du code électoral à l'Assemblée nationale. Et nous voudrons ici vous dire le contenu de la proposition que nous avons déposée. Et comme je le disais tantôt, notre proposition tient à régler le problème de l'inclusivité des élections.
notre proposition veut régler le problème de la transparence, de la paix dans notre pays. Notre proposition également répond à l'exigence de la Cour constitutionnelle qui a voulu que l'Assemblée nationale puisse corriger le code électoral pour permettre que les maires dont le parrainage est en difficulté en ce moment, pour permettre que ce soit les maires de 2020 qui parrainent ou les maires de 2026. Alors, nous avons, comme je le disais tantôt, qu'ils vous souviennent que nous avons rencontré en audience le président de la République. Une délégation au haut niveau du parti avait rencontré le président de la République le 27 novembre 2023. Et à cette audience, nous avons évoqué certains aspects avec lui. Et par rapport à ces aspects, il avait marqué son accord, mais il fallait formaliser pour que ça devienne une loi. Nous avons tenu compte de tout ce qu'on s'est dit au cours de cette audience-là avec le chef de l'État. Il s'agissait de la transparence des élections. Et nous avons, dans notre proposition, proposé que la composition de la Sénat, qui organise les élections, qui est l'organe suprême de l'organisation des élections, soit modifiée. Et c'est l'article 20 qu'il fallait toucher pour le faire. À ce niveau, comme vous le savez, si vous regardez la composition de la Sénat aujourd'hui, c'est essentiellement la rupture qui s'y trouve. C'est la Sénat qui est la minorité, c'est la Sénat qui est la majorité. C'est la rupture qui est la minorité, c'est la rupture qui est la majorité. Donc, cette composition ne permet pas la transparence dans la gestion de l'élection. Parce que, comme vous le savez, les élections de 2023, quand nous avions demandé certains documents électoraux, la Sénat n'a pas eu froid aux yeux pour nous dire que ces documents-là sont déjà caducs. Je pense que si c'était une Sénat de toutes les formations politiques, une Sénat où toutes les formations, où toutes les tendances, je vais dire, sont représentées, l'opposition comme la mouvance, on n'aurait pas eu cette interprétation. Nous avons également constaté, et c'est très important pour nous, nous avons également constaté que dans les arrondissements, l'organisation des élections est confiée à une personne qu'on appelle le coordonnateur d'arrondissement. Et tout le jeu se fait à ce niveau-là. Et lorsque la compilation au niveau des arrondissements est faite, le monsieur coordonnateur de l'arrondissement peut se mettre de côté, changer la fiche de compilation et présenter une autre fiche qui est très différente des résultats que vous avez eu à compiler. Et les tests en vigueur disent qu'au niveau de la compilation, il faut faire 4 copies. Une copie pour la Sénat, une copie pour la Cour constitutionnelle, une copie qu'on affiche, une autre copie au coordonnateur lui-même. Mais où est-ce que les autres partis ont la copie pour s'opposer à la copie que le coordonnateur d'arrondissement lui seul présente à la Sénat? Je crois qu'il y a
un flou artistique bien réfléchi et qui ne permet pas la transparence des élections. À ce niveau, nous avons proposé qu'au lieu qu'on mette notre destin commun dans les mains d'une seule personne qu'on appelle coordonnateur d'arrondissement, qu'il soit créé une commission d'arrondissement. Et au sein de cette commission d'arrondissement, il y aura le représentant de la Cour constitutionnelle, le représentant de la Sénat, le représentant des partis politiques en lice ou des candidats en lice. S'il s'agit des élections communales et des élections législatives, le représentant de la Cour suprême également participe à la commission d'arrondissement. Et c'est à la commission d'arrondissement de faire la compilation des résultats dans l'arrondissement. C'est comme si une première proclamation des résultats se fait au niveau de l'arrondissement. C'est comme si la Cour constitutionnelle y est, la Cour suprême y est, les représentants des candidats y sont, et on se contrôle, tu me contrôles, je te contrôle, et le jeu est clair. C'est ce que le parti propose, et nous pensons que si on est pour la transparence des élections, on ne devait pas s'y opposer. Nous avons également parlé de l'élaboration de la liste électorale. Tout se fait actuellement dans un flou total. C'est l'ANIP qui est en train de modifier la liste électorale, puisque, en principe, dans tous les pays que nous connaissons, la liste électorale se corrige tous les ans. Tous les ans, on corrige la liste électorale parce qu'il y a de nouvelles personnes qui rentrent dans l'âge de voter, d'autres qui décèdent, qu'on sort de la liste, et ainsi de suite. Aujourd'hui, la structure qui fait ce travail-là s'appelle ANIP. Et cette structure est dirigée par un Rwandais. Personne, aucun Béninois, je peux le dire, politique, ne sait ce qui s'y passe. Et nous avons dit que cela ne tienne. Mais l'année électorale, lorsqu'on sera dans l'année électorale ou l'année avant, de toutes les façons, 160 jours avant les élections, il va falloir mettre un comité ad hoc pour l'extraction de la liste électorale. Vous avez vu la liste avec laquelle on a voté la dernière fois, tout le chamboulement qu'il y a eu autour, où des gens ne se sont pas trouvés, n'ont pas retrouvé leur centre de vote, ni leur poste de vote. Donc, nous avons pensé que 160 jours avant les élections, il faut mettre un comité ad hoc chargé de l'extraction de la liste électorale. Et ce comité ad hoc doit être composé de 2 représentants proposés par la minorité parlementaire ou l'opposition parlementaire, je voulais dire, parce que le terme minorité devient conflictuel. Et la mouvance parlementaire et l'opposition parlementaire. Une autre personne, un technicien, désigné par, comment on l'appelle, le président de la République, un deuxième expert désigné par le chef de file de l'opposition. Une 7e personnalité sera désignée par la société civile, ceux qui sont en charge de l'élection, la plateforme de la société civile qui s'occupe de l'élection dans notre pays. Ça fait 7 personnes pour composer ce comité ad hoc d'extraction de la liste électorale. Qu'il vous souvienne aussi que nos représentants dans les postes de vote se sont plaints de ce que
ils n'ont pas reçu des feuilles de dépouillement, les procès-verbaux. Nous avons mis dans notre proposition d'amendement que le refus de délivrance de procès verbal par un agent de bureau de vote est une infraction au code électoral et pénal. Donc, et nous avons plus tard dit, toutes les infractions au code pénal à l'élection présidentielle, à l'élection dans notre pays, devaient être une infraction imprescriptible. Parce qu'au Bénin, nous avons constaté que des gens se sont permis, parce qu'ils ont la couverture du pouvoir, de dire j'ai voté 8 carnets, 12 carnets, et rien ne s'est passé. Des images ont circulé où en plein jour, les gens cachetaient et prononçaient les noms des candidats pour lesquels ils cachetaient et rien ne s'est passé. Nous avons proposé que ces crimes, ces fraudes-là soient imprescriptibles pour décourager. Parce que les gens ont dit que c'est nous qui sommes là. On fait ce qu'on veut, rien ne se passera. Mais si rien ne se passe aujourd'hui, ils doivent se mettre en tête que demain quelque chose peut se passer. Donc, il faut décourager ces velléités et rendre imprescriptibles ces fautes-là pour que, même dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, lorsque les choses vont changer, lorsque le régime va tomber, que les nouvelles autorités puissent punir ces comportements. Donc voilà, en ce qui concerne la transparence, il y a d'autres. Il y a également, par rapport à l'inclusivité des élections, par rapport à l'inclusivité des élections, nous avons épinglé le quitus fiscal. Nous avons constaté, après 3-4 élections organisées par la rupture, nous avons remarqué que le quitus fiscal est l'élément fondamental d'exclusion et des candidats et des partis politiques des élections. Puisque c'est l'administration qui délivre, puisque l'administration est sous la responsabilité du politique qui est un acteur dans le processus électoral, l'acteur utilise le quitus fiscal pour empêcher ses adversaires ou les meilleurs de ses adversaires d'aller aux élections. Et nous avons constaté, nous avons fouillé dans toute la sous-région et même dans le monde. Nous sommes le seul pays au monde où il est exigé le quitus fiscal pour aller. Nous l'avons copié du Sénégal. Ce n'est plus dans le dispositif électoral du Sénégal. Ils l'ont sorti. Et nous pensons qu'au Bénin, nous devons sortir le quitus fiscal. Et au Sénégal, c'est seulement le candidat à l'élection présidentielle qui fait une déclaration sur l'honneur qu'il n'a pas de situation fiscale. On n'a pas dit de prendre le quitus, on a dit de faire déclaration sur l'honneur. Donc, nous avons dit qu'il faut supprimer l'article 42 purement et simplement. Et avant ça, nous avons indexé l'article 41 qui parle des pièces qui composent la déclaration de candidature. Et à ce niveau, nous avons demandé l'élimination pure et simple de certaines pièces, comme le certificat de nationalité, comme
le certificat de résidence, comme le quitus fiscal, comme certaines pièces. Allez, vous avez la latitude de faire vos recherches dans beaucoup de pays. Vous verrez que les gens ne s'encombrent pas. Aujourd'hui, on a dit qu'on a fait des réformes. À quoi servent ces réformes que nous faisons? Si nous devons continuer à demander aux candidats d'aligner toutes ces pièces-là, nous avons pensé que l'acte de naissance sécurisé ou la photocopie de la carte biométrique CEDEAO suffit largement pour remplacer le certificat de nationalité, le certificat de résidence et que sais-je encore. Donc, la carte nationale, la carte de naissance, l'acte de naissance sécurisé, hein, ou la photocopie, et comment vous appelez ça? Non, pas ça. Et ce qu'on prend au tribunal, le casier judiciaire. Et le casier judiciaire suffise pour composer le dossier d'un candidat à l'élection présidentielle. Vous ne pouvez pas prendre l'acte de naissance du Bénin si vous n'êtes pas béninois. Nous avons, et à ce niveau-là, déjà, je disais que nous avons souhaité que le quitus fiscal soit une pièce qui ne compte plus pour la composition du dossier de candidature. Et nous avons également, au niveau de l'article 41, nous avons mis un alinéa important. Parce que dans leur code électoral, il est dit que lorsque une pièce manque à un dossier d'un seul candidat, la liste tombe. Et vous savez, au Bénin, les partis qui sont bien positionnés peuvent faire des fautes mineures. Mais des partis orphelins qui n'ont personne n'ont pas droit à des fautes mineures. Même les fautes microns peuvent les faire disparaître de la compétition. Donc, nous avons estimé que cette disposition n'est pas correcte. Et dans tous les pays, lorsque un candidat sur une liste, lorsque vous fournissez les dossiers et qu'un candidat est inéligible, que les documents, qu'on peut les changer, il est autorisé que le candidat quitte la liste et le parti a 3 jours pour le remplacer. C'est comme ça. Mais au Bénin, on dit, vous ne pouvez plus remplacer, votre liste tombe. Nous pensons que c'est une mesure d'exclusion et qu'il faut modifier, il faut parer à ça. C'est ce que nous avons demandé dans notre proposition de modification. Il y a également la question de caution électorale. Vous savez, la caution pour les élections présidentielles au Bénin, c'était à 250 millions. Maintenant, ils ont ramené ça à 50 millions. Merci beaucoup. Oui. Pour le match amical, ils ont ramené ça à 50 millions. Merci beaucoup. Mais c'est encore très élevé par rapport à ce qui se fait dans les autres pays. Le Bénin, notre pays, est le plus cher au monde en matière de caution électorale. Alors que nous sommes le pays le plus pauvre de la planète. L'un des pays
les plus pauvres de la planète. Parce que la caution ne peut pas être à 50 millions au Bénin. Nous avons proposé qu'on soit à l'image du Sénégal et des autres pays, qu'on ramène ça à 25 millions. La caution pour l'élection législative, nous avons également proposé qu'au lieu de 5%, comme c'est dit dans le code, qu'on ramène ça à 1%. Ce qui fait 300 000 francs par candidat. 1%, ça fait déjà 300 000 francs par un candidat titulaire. Donc, nous avons proposé la réduction des cautions. Nous avons aussi dit, pour les élections législatives, dans les pays où on a copié le taux qu'il faut avoir pour participer à l'attribution des sièges, dans ces pays-là, c'est 5%. Nous, on va copier, on met à 10%. Nous pensons que si on ne peut pas enlever, les 10%, il faut revenir à 5% pour permettre que des partis politiques qui n'ont pas une grande envergure se retrouvent sur l'échiquier national aussi. Et pour les élections communales, nous avons proposé que les 5% soient au niveau de la commune. Parce que, par expérience, je vous parle du cas de Porto Novo, où le parti qui n'a même pas 10% dans la commune de Porto Novo dirige Porto Novo. Et ce parti a la légalité mais n'a pas la légitimité. Alors que dans le cas des élections, la légitimité est très importante pour diriger, pour prétendre diriger les populations. Donc, nous pensons qu'il faut chercher les 5% au niveau des communes et non au niveau national. Sinon, à la base, les gens vont voter pour des gens, pour les diriger, et c'est d'autres personnes pour qui n'ont pas voté qui vont les diriger. Nous pensons que c'est une mauvaise chose et qu'il faut corriger ça. Et par rapport à la décision de la Cour constitutionnelle maintenant, la Cour constitutionnelle a souhaité que nous rétablissions l'égalité qui est rompue à travers les dates qui sont dans le code électoral, les dates des élections qui sont dans le code électoral. Et nous avons entendu circuler dire que en 2026, et les maires et les députés n'auront pas la légalité, n'auront pas la légitimité. Nous avons entendu dire que il faut que ce soit les élus de 2026 qui parrainent le candidat de 2026. Parce que les gens pensent que il est possible qu'ils organisent les élections exclusives en 2026 pour se retrouver dans la situation de 2020 où ils ont seuls les parrains, où c'est eux seuls qui choisissent qui peut aller aux élections, qui ne peut pas aller aux élections, et ils s'en sortent avec un taux fleuve de réussite. Nous avons pensé que quand nous suivons bien le raisonnement de la Cour constitutionnelle, les arguments de la Cour constitutionnelle, nous pensons que ce sont, et nous-mêmes notre conviction personnelle, parce que vous ne pouvez pas imaginer que nous irons aux élections de 2026 et qu'on n'aura pas de maire. Actuellement, on n'en a pas.
On ne peut pas imaginer qu'on ira aux élections, les démocrates iront aux élections de 2020, 2026 et n'auront pas de maire. Nous en aurons. On ne peut pas imaginer qu'on ira aux élections de 2026 et on n'aura pas plus de députés qu'aujourd'hui. On en aura. Mais par esprit de patriotisme et d'égalité, nous avons estimé que c'est les maires actuels qui sont à même de parrainer un candidat à l'élection de 2026. Pourquoi? Il suffit de prendre l'article 135 et avant. Le problème qui se pose, c'est que le dépôt des candidatures, le dernier jour pour le dépôt des candidatures, c'est le 5 février. Le dernier jour pour l'installation des maires, c'est le 15. C'est du 1er février au 15. Du 1er février au 5, il y a des nouveaux maires qui seront déjà installés. Il y a des anciens maires qui seront là. La Cour dit, des nouveaux maires ne peuvent pas parrainer et des anciens maires vont parrainer à la fois. Il faut rétablir l'égalité. C'est simple. Et la Cour dit, les députés actuels, ils ont toute la légalité. Ils peuvent vous parrainer. Mais c'est de faire en sorte que les anciens maires parrainent. Et c'est ce que la proposition que nous avons faite. Imaginez un instant, s'il vous plaît, chers camarades, qu'on dise que c'est les prochains maires qui vont parrainer ou les prochains députés qui vont parrainer. Les gars sortent des élections. On proclame les résultats. Le contentieux électoral est en cours. Et on dit qu'il va parrainer. Il s'est passé un cas à l'Assemblée nationale où un député bien assis, le lendemain, on enlève son ministre, il vient et dit « je prends ma place ». La Cour constitutionnelle lui dit « cède la place à ton titulaire ». Il y a des cas où on peut invalider les députés. Voilà qu'il vient de parrainer. Quelle légitimité a-t-il? Plus que ceux qui sont là depuis. Quelle légitimité a-t-il? Donc, nous pensons que les plus légitimes, parce que la légitimité d'une mandature finit le jour, le jour de la fin de mandat à minuit. À minuit. Pour les députés, la fin de notre mandat, je crois, c'est le 8 ou le 7 à minuit. La fin du dépôt des candidatures, c'est le 5. En quoi nous n'avons pas de légitimité? Et deuxièmement, mais je dis, un président de la République qui fait un prêt sur 14 ans, est-ce qu'il sera là après 2 ans? Est-ce qu'il sera là pour 14 ans? Il utilise la légitimité qu'il a aujourd'hui. Personne ne peut lui contester ça. Un président de la République qui organise les élections, qui n'est pas élu. Alors, on organise les élections je crois en mars ou en avril. En avril, un président est élu. L'ancien président qui est en place, c'est en mai qui sera installé. Entre avril, la date de l'élection du président, et la date à laquelle il va transmettre le bâton de commandement en mai, qui dirige le pays, qui prend les actes, c'est l'ancien. Si on déclare la guerre contre le pays, qui lève l'armée, et c'est le parrainage qu'on dit que les gens ne sont pas légitimes, c'est pour le parrainage qu'on n'est pas légitime. Nous pensons que c'est des calculs politiques. Et nous savons à quelle fin les gens sont en train de faire ça. Et il faut qu'on informe le peuple. Voilà un peu ce que j'ai à vous dire. Je vais me laisser compléter par mon collègue honorable Orukubu. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir, chers journalistes.
Je vais juste apporter un petit complément par rapport à ce que la Cour a demandé. Je voudrais apporter un complément à ce que le président a dit. Alors, au niveau de l'article 41, nous avons fait un ajout parce que dans l'ancien code, nous avons constaté que la période de délivrance du parrainage n'était pas cadrée. Et par rapport à ça, alors on a proposé que le parrainage puisse être délivré au cours de la période du 1er au 15 janvier de l'année électorale. Ça veut dire en 2026. Et mieux au niveau de l'article 135, où il est question de donner le nombre de jours, la date butoir, d'accord, pour le dépôt des dossiers de candidature pour le président de la République. On avait dit 50 jours avant le lancement de la campagne. Dans notre proposition, nous avons proposé 60 jours, ce qui permet, d'accord, de mettre aussi bien les maires que les députés dans l'égalité de pouvoir parrainer. D'accord? Donc, voilà un peu ce que nous avons corrigé. Et au niveau de l'article 49 de la Constitution, on devait adapter l'article 142 du Code électoral, où il était question, au niveau du Code électoral, de 5 jours pour organiser les élections en cas d'annulation. Or, dans la Constitution, il était question de 14 jours. À ce niveau, nous avons proposé 14 jours pour mettre le Code en conformité avec la Constitution. Donc, voilà pour ce que la Cour a demandé, ce que nous avons apporté comme correction. Alors, au regard de ce que le président vient de dire, vous allez constater que avant même que la Cour ne se prononce pour nous faire injonction, nous avons déjà fait la relecture du code pour nous rendre compte que ce code est truffé d'immondicité, est truffé d'erreurs. Or, lorsqu'on fait des réformes, c'est pour améliorer. Et lorsque vous observez ce code-là, toutes les réformes qui ont été faites sont de nature à être taillées sur mesure. Oui, ce n'est pas de nature à favoriser la transparence. Ce n'est pas de nature à favoriser l'inclusion. Oui. Et comme vous le savez, toute loi doit être conçue de façon impersonnelle, impartiale, de façon objective. Mais lorsque nous faisons la lecture de ce code, on a l'impression que c'est taillé sur mesure. Je crois que le moment est arrivé pour mettre notre code dans les normes, les standards internationaux. Puisque c'est ce que nos adversaires réclament. Ils veulent ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui est joli. Pourquoi ne pas le faire au niveau du code électoral? Faisons la même chose pour que tout le monde soit à l'aise. C'est ce que nous demandons. Et c'est ce que nous avons eu à proposer. D'accord? Et lorsque vous aurez l'occasion de jeter un coup d'œil là-dessus, vous allez constater à travers notre proposition, nous avons réglé beaucoup de choses. S'ils sont honnêtes, s'ils sont sincères, je crois qu'ils doivent accueillir à deux bras les propositions que nous avons faites. Je vous remercie. Compte tenu de la gravité de la situation, d'ajouter quelques mots à la suite de ce qu'il a dit et à la suite de ce que l'honorable Orukubu a si bien dit. Je suis un homme, je vais dire, triste et meurtri. Je suis un homme triste et meurtri parce que nous devons travailler pour les générations à venir. Nous devons travailler pour la postérité. Nos actes d'aujourd'hui doivent pouvoir inspirer les générations à venir. Mais quand je vois nos amis, nos frères d'en face, quand je vois leurs pratiques, accepter que je dise que je suis un homme triste et meurtri. Leurs agissements jour après jour m'attristent. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est engagé pour le bien d'une nation et envoyer un mauvais message à la prochaine génération. Vous savez, la paix se construit. Et la paix durable, c'est vos comportements qui construisent la paix durable. Depuis le jour où j'ai vu ces gens-là défendre que les députés du bloc républicain sont la minorité parlementaire, je me suis dit, ce sont des gens sans foi ni loi. Et ces personnes-là, si elles vous saluent, comptez toujours vos doigts pour savoir si vos doigts sont encore au complet.
Et je suis très sincère quand je le dis, parce qu'on ne peut pas défendre de pareilles choses quand on respecte son pays. Parce que la loi, la lettre de la loi et l'esprit de la loi, en qualifiant les députés de l'opposition, de la minorité parlementaire, parle naturellement de l'opposition. Mais je ne dirais même pas un concours de circonstances quand je regarde leur comportement. Je peux même dire que c'est à décès. Parce que nous savons qu'on n'a pas eu 28 députés. Et ça, je continue de le marteler. À la sortie des dernières élections législatives, on n'a pas eu 28 députés. Nous le savons et ils le savent. Donc, en nous mettant 28 députés comme OBS, c'était pour créer et creuser la confusion. Mais nous ne cesserons pas, nous ne nous laisserons pas aller au découragement. Je disais tantôt que, à la suite du deuxième vice-président, j'ai accepté de prendre la parole parce que le deuxième vice-président, pour ne pas dire le président du groupe parlementaire, quand je l'ai vu parler tout à l'heure, une fois de plus, je me suis convaincu que nous avons un sacerdoce à accomplir. Nous, au niveau de l'opposition. Et croyez-moi, nous nous donnerons les moyens. Les moyens au niveau de notre mentalité, de notre morale, les moyens politiques pour trouver des solutions durables à ces difficultés auxquelles nous faisons face. Parce que lorsque vous voyez les détails de tout ce que le président du groupe parlementaire a donné concernant notre proposition, nos différentes propositions, en ce qui concerne la relecture du code électoral, vous comprendrez que nous ne sommes soucieux que de l'avenir de ce pays. Parce qu'en réalité, on a l'impression qu'au niveau de l'opposition, nous nous soucions d'un pays en paix et d'un pays paisible. Parce que nous recherchons les conditions de paix et de transparence, de crédibilité au niveau des différentes élections que nous aurons à organiser. Mais pendant ce temps, on a l'impression que nos amis en face se battent pour la pérennisation d'un régime. Nous nous mettons tout en œuvre pour que, quel que soit celui qui viendra à la tête du pays, que les élections soient transparentes. Et je peux vous donner des éléments. Lorsqu'on dit par exemple que dans les démembrements de la Sénat, que vous soyez de l'opposition ou de la mouvance, vous devez pouvoir avoir des éléments parmi les démembrements de la Sénat. C'est une condition de renforcement de transparence. Mais nous le voulons pas seulement pour l'opposition, nous le voulons aussi bien pour l'opposition que pour la mouvance. Donc, un certain nombre de faits comme ce que je viens de dire, nous les avons énumérés dans nos propositions. Donc, une élection transparente est gage de sécurité et de paix. Parce que comme je l'ai dit au cours d'une rencontre avec vous-même, dans combien de pays vous avez appris qu'on a détourné l'argent et ça a apporté des troubles? Mais par contre, quand on apprend dans un pays que, c'est pas, je le dis pas pour encourager les détournements, ça vous accepterez que je le précise, juste pour mettre en exergue le fait que ce qui trouble les pays, c'est des élections mal organisées. Et non, nous, dans nos propositions, qui font suite à la rencontre avec le chef de l'État, puisque Kidis nous a été donné, il a donné son accord en ce qui concerne le fait que l'opposition désormais puisse envoyer des éléments au niveau des démembrements de la Sénat. Mais cela ne peut pas être une réalité si le code n'est pas relu. Donc nous avons profité de cela et tout ce que nous avons trouvé comme élément chrysogène dans le code électoral, nous les avons énumérés afin que d'une manière consensuelle, nous puissions nous entendre pour que ces éléments puissent être intégrés. Donc c'est notre dynamique ça. Et cette dynamique, elle conforte la paix. Mais pendant ce temps, en face de nous, c'est pas comment faire pour chercher des élections inclusives, transparentes, crédibles, mais c'est comment faire pour exclure. Comment faire pour pérenniser un système. Nous disons que ça ne peut pas continuer comme ça. Vous avez exclu une fois, on a dit que ça nous a surpris. Vous avez exclu une deuxième fois, on a dit, ah, on ne savait pas que vous pouvez encore faire ça. Vous voulez encore exclure une troisième fois. Vous êtes né dans l'exclusion. Donc vous ne faites qu'exclure. Non mais ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas évoluer d'exclusion en exclusion. D'exclusion en exclusion, vous êtes en train de montrer à ceux qui sont en face de vous qui ne sont pas du pays. Puisque ce sont les fils du pays qui doivent compétir. Mais vous ne faites qu'exclure les fils du pays. Donc en réalité, il n'y a que vous qui soyez fils du pays ou filles du pays.
Je voudrais enfin revenir sur un dernier élément avant que vous ne puissiez avoir la parole pour nous poser vos questions. Le président parlait tout à l'heure et il a dit que nous avons fait une proposition allant dans le sens du quitus fiscal. Je voudrais repréciser que nous ne sommes pas contre le paiement des impôts, parce que je les vois venir. Ils mettront cet élément en exergue en disant, voyez-les, ils ne veulent plus payer les impôts. C'est pour cela qu'ils demandent que désormais, ils ne soient plus mis dans le code électoral, que pour être candidat, il faut payer les impôts. Nous sommes des exemples vivants. Moi, j'avais, au niveau du paiement de mes impôts, situation fiscale zéro, mais mon quitus a été confisqué. Il y a bien d'autres, le doyen, et bien d'autres que je n'ai pas envie de citer, où on a regardé en l'air et puis on leur a fait des impositions de milliards. Donc, ces éléments sont des éléments chrysogènes et d'exclusion. Et donc, nous disons, nous voulons que le code puisse être un code vraiment consensuel. Et en fait, c'est la raison fondamentale pour laquelle nous ne faisons qu'appeler au dialogue national inclusif. Parce que tous ces éléments que nous venons de citer, ce ne sont pas que des éléments du parti Les Démocrates. C'est aussi la proposition du parti NFL. C'est aussi la proposition de MPL. C'est aussi les propositions de GSR. Et donc, comme ils sont en train de contourner ce dialogue national que nous voulons de toutes nos volontés, nous avons dit alors, nous ferons ces propositions et nous pensons que nous voudrons croire qu'ils sont de bonne foi et qu'ils iront dans ce sens. Et donc, chers frères de la presse, c'est un peu la quintessence de ce que j'avais bien voulu partager avec vous après les propos, combien de fois, importants du président du groupe parlementaire. Je vous remercie. L'Assemblée nationale fait foi. Nous avons l'accusé de réception. Deuxièmement, en fait, je vais vous dire la vérité. Le débat qui s'est fait le matin est un débat d'intrigue politique. Le président de l'Assemblée nationale a dit qu'il n'a pas vu. Il n'a pas dit que ce n'est pas déposé. Il a dit qu'il n'a pas vu. Et il est revenu habilement pour dire, étant entendu que les points à l'ordre du jour sont retenus, que ça ne peut pas faire partie de cette session extraordinaire. Et je lui ai demandé si notre proposition modifie l'ordre du jour. Il dit, lui n'a pas vu. Son dernier mot, c'est que je n'ai pas vu. Donc, c'est pour vous expliquer que le règlement intérieur dit, lorsque vous convoquez une session extraordinaire, les points à l'ordre du jour sont retenus. Et lorsque vous finissez ces points à l'ordre du jour, aucun autre point ne peut plus être discuté. Vous clôturez immédiatement la session extraordinaire. Alors, à la conférence des présidents, les deux derniers points à l'ordre du jour n'étaient pas exposés aux députés, aux membres de la conférence des présidents. Il est dit que c'est le gouvernement qui a demandé la session extraordinaire avec 10 points à l'ordre du jour. Et le président aurait ajouté que si il arrivait que d'autres points soient demandés et qu'on va faire la jonction. Ça veut dire quoi? Des députés, ils ont dit 60, on n'a pas vu, on a demandé la liste, mais on n'a pas eu. 60 ont demandé qu'on convoque une autre session extraordinaire pour la modification de la Constitution et le code électoral. Et le président a dit, il fait la jonction des deux. Notre proposition dit, dans le cadre de la modification du code électoral, voilà notre proposition. Mais c'est quand même intelligent, non? On ne dit pas modifier l'ordre du jour. Mais ce n'est pas les papiers qui sont programmés. Ce n'est pas les documents qui sont
programmé. Ce n'est pas le document de BR, ce n'est pas le document de UP, ce n'est pas le document de Hassan, ce n'est pas le document de Ake. C'est l'ordre du jour. Modification du code électoral, modification de la Constitution. Et c'est dans ce cadre-là que nous introduisons notre document. Ce que le président a fait, c'était de transmettre notre proposition à la commission des lois et ça rejoint la proposition du camarade Ake. On met les deux ensemble, on les étudie. C'est ce qui se fait, c'est ce qui se fait toujours à l'Assemblée nationale. Mais nous ne savons pas qu'est-ce qui fait peur dans ce que nous avons proposé. Et vous avez constaté que le président est revenu à de meilleurs sentiments et il a dit que je n'ai pas encore, je connais le règlement intérieur, le lundi, je vais faire lire la correspondance et on va donner la suite à ça. Donc, moi je pense que c'est de droit que notre proposition doit être prise en compte dans l'étude si tant est que au cours de cette session extraordinaire, nous pouvons étudier la proposition de révision du code électoral. C'est de droit que notre proposition doit être prise en compte. Donc, ce n'est pas notre force. Deuxièmement, vous avez demandé si nos propositions ne passaient pas. Alors, si nos propositions ne passaient pas, je vais parler comme l'autre. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner? Si vous n'en avez pas, je vais dire, monsieur le journaliste, que est-ce que vous pensez que des propositions que nous avons faites pour que on ait des élections transparentes, est-ce que vous pensez que les camarades vont rejeter ça? Des propositions que nous avons faites pour la paix, est-ce que vous pensez qu'il faut rejeter ça? Des propositions que nous avons faites pour l'inclusivité des élections, est-ce que vous pensez qu'on doit pouvoir rejeter ça? Nous, on ne peut pas présager de ce que ça va être rejeté. C'est pourquoi nous vous prenons à témoin. C'est pourquoi nous vous prenons à témoin pour que chacun de vous, en ce qui vous concerne, que chacun puisse informer largement. Nous allons mettre la quintessence, l'entièreté de la proposition à votre disposition. Et vous-même, vous allez lire pour voir si nous avons fait de bonnes propositions, si on a fait de mauvaises propositions. Là où notre proposition est mauvaise, appelez-nous. Puisque nous sommes députés, nous avons le droit d'amendement. Nous allons continuer de faire l'amendement. Notre propre test peut être corrigé. Lisez le test, lisez le document. Si le document est mauvais, dites-nous. On va mettre le document à votre niveau et vous allez nous dire ce qui ne marche pas. À travers les questions, on peut comprendre un peu la confusion que la séance de ce matin a pu créer dans l'esprit des Béninois par rapport au dépôt de notre proposition de loi. Alors, ce qu'il est important de dire, tel que le président l'a dit, nous sommes d'accord qu'on convoque une session extraordinaire sur la base d'un ordre du jour précis. Alors, cet ordre du jour-là, nous le connaissons. Et dans cet ordre du jour, il y a la question de la modification de la loi électorale. D'accord? Tout sujet portant sur la loi électorale rentre dans le cadre de cet ordre du jour. C'est ce qu'il est important de comprendre. C'est tout. On ne peut pas refuser tout ordre du jour, tout ce qui a rapport au code électoral, de rentrer dans ça. C'est tout ce qu'il est important de comprendre. Donc c'est précis, l'ordre du jour est précis, nous connaissons, et notre proposition de loi, c'est sur la modification du code électoral. Ça rentre dans l'ordre du jour. Ce n'est pas contraire, quelle que soit la situation. Et c'est la raison pour laquelle le président a dit qu'il n'a pas vu. S'il avait vu, il saurait. Et il saurait que ça concerne donc l'ordre du jour qui est là. C'est ça la confusion.
Il est important que les gens comprennent. On n'est pas en train de faire le forcing. On n'est pas sorti de l'ordre du jour. C'est conformément à l'ordre du jour. Vous le savez, notre proposition, c'est sûr, n'a rien à voir. Qu'on ait déposé ce matin, qu'on ait déposé hier. C'est pas nous qui avons appelé cette session extraordinaire. C'est celui qui a appelé la session extraordinaire qui nous a amené nous-mêmes à faire notre proposition afin de contribuer, exactement, de contribuer à l'amélioration donc de ce code électoral-là. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas qu'on vous dise le contraire. Il n'y a pas deux façons de comprendre la chose. Nous, il fallait qu'on concerte quand même les autres partis de l'opposition, qu'on prenne tout notre temps pour faire un bon travail. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que nous avons pris tout le temps. Et puisque nous connaissons nous-mêmes le règlement intérieur, on sait exactement ce que le règlement intérieur dit. Oui, il faut rester simplement dans l'ordre du jour. Et puisque nous savons que nous sommes dans l'ordre du jour, peu importe. L'essentiel, c'est que cette loi-là puisse arriver au niveau de l'Assemblée nationale avant l'ouverture de la session. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, par rapport au règlement intérieur, on n'a pas enfreint le règlement intérieur. Les gens ont choisi délibérément de ne pas faire passer, ils n'ont pas voulu faire passer cette loi-là ce matin. Mais qu'ils le veuillent ou non, ils le feront dès lundi. Ils n'ont pas le choix. Parce que c'est légal. Je vous remercie. La liste électorale, comme vous le savez, la LEI qu'on nous a proposée en 2023, après plusieurs années électorales, cette liste était la pire des listes que le Bénin n'a jamais connue. Beaucoup d'électeurs ne se sont pas retrouvés à travers cette liste. Mais nous sommes allés aux élections de 2023 avec. Et l'ordre normal des choses, c'était qu'on appelle à l'auditer, à auditer cette liste-là. On n'avait pas à demander au président de la République, mais lui-même devait appeler à son audit pour qu'on sache exactement qu'est-ce qui s'est passé pour que les électeurs de Cotonou se retrouvent à Calavi, pour que les électeurs de Calavi se retrouvent à Porto Novo. Mais comme ce n'est pas arrivé, conscient du rôle qui est le nôtre, le rôle de recherche de paix, de la transparence, parce que la transparence de toute élection commence par la transparence de la liste électorale. Et nous avons suggéré au président de la République que la liste soit auditée. Il a marqué son accord. Il a dit, trouvez les experts, je vais demander à l'État de payer. Au prime abord, nous avons estimé que ce n'est pas une affaire des démocrates. Avec un peu de recul, on a compris que la réponse du président, c'est vous les démocrates qui demandez à les faire. Ce n'est pas une affaire des démocrates, c'est une affaire de la nation. Nous devons nous entendre au niveau national pour le faire. Opposition comme mouvance, parti politique comme gouvernement, pour auditer la liste. Mais à une autre rencontre, le président de la République a insisté pour dire que c'est de bonne foi que lui le dit, parce que si c'est le gouvernement qui cherche les experts, que tout résultat qui sortirait de cet audit ne serait pas crédible. Il faut que ce soit nous qui prenons les devants, qui proposons des experts pour que le travail se fasse. À partir de ce moment-là, nous avons compris notre responsabilité et des comités sont en train de travailler pour proposer
la thématique et un cahier de charge et aussi les experts qu'il faut pour auditer. Donc, le travail est en cours. Merci beaucoup. Merci.